La circonscription de Terrebonne est en quelque sorte un microcosme de la province de Québec. On dit que l'humeur de ses électeurs pourrait être un reflet assez fidèle de celle qui prévaut à l'échelle de la province. Située dans la couronne qui ceinture le nord de la région de Montréal, Terrebonne n'est plus la communauté dortoir qu'elle fut jadis. C'est aussi un endroit que de plus en plus d'immigrants choisissent pour s'établir. Ainsi, la diversité démographique, la transformation progressive des données socio-économiques, ainsi que la réalité à l'échelle de la province sont autant de facteurs qui donnent à Terrebonne des allures de baromètre électoral pour le Québec. Ici Philippe Murat, je vous invite à m'accompagner sur la piste électorale dans la circonscription fédérale de Terrebonne. Est-ce que vous pourriez nous donner un portrait, nous brosser le portrait de cette circonscription? En fait, Terrebonne, qui est dans le sud de la Naudière, ça représente un peu la périphérie de Montréal. Donc, on a le typique banlieue. Alors, les familles de la classe moyenne sont installées ici. Le revenu moyen des familles à Terrebonne est un petit peu plus élevé que la moyenne, je vous dirais peut-être 77 000 $. Toutefois, on voit aussi des écarts. Il y a des jeunes familles, mais il y a aussi une population vieillissante, étant donné qu'on a les deux extrêmes, qui représentent à peu près le Québec. Je vous dirais que Terrebonne, c'est représentatif du Québec. On a l'ensemble des générations, mais on a aussi un bon historique d'implication politique. Je vous dirais que la circonscription de Terrebonne est historiquement bloquiste, mais encore une fois, représentatif de Terrebonne et du Québec au complet, étant donné qu'il y a 4 ans, elle a aussi suivi la vague orange. Et c'est une circonscription où les gens essaient, sont à l'affût, écoutent ce qui se passe un peu dans le Québec au complet. Économiquement parlant, qu'est-ce qui fait vivre la région? Ce qui fait vivre la région, eh bien, c'est sûr que les gens travaillent beaucoup à Montréal. Donc, on assiste beaucoup à un déplacement de la population. Par contre, à Terrebonne, il y a un bon parc industriel. On a beaucoup misé sur le secteur manufacturier, oui, mais des nouvelles technologies aussi. Le long de l'autoroute 640, il y a un gros parc industriel. On veut vraiment développer ce secteur. Mais je vous dirais aussi secteur tertiaire, nouvelles technologies, un peu partout dans Terrebonne. Lachenay, entre autres le secteur Lachenay, l'immobilier est en train de se développer, tout comme à La Plaine, le secteur qui est un petit peu plus au nord, projet Laurentide. Et qu'est-ce qui préoccupe les gens ici? Ce qui préoccupe les gens par rapport à la campagne électorale actuelle, je vous dirais que bien sûr, l'environnement est au premier plan, étant donné que l'oléoduc Énergie Est, selon le tracé actuel, passerait sur le territoire de Terrebonne sur plusieurs kilomètres. Ce qui préoccupe aussi, bien sûr, les familles, ce sont les préoccupations par rapport à l'économie. Est-ce que la classe moyenne paiera encore beaucoup, comme elle l'a payé au cours des dernières années? Et bien sûr, tout ce qui est par rapport à l'emploi, les gens veulent continuer à travailler, veulent s'assurer de ne pas faire augmenter le taux de chômage. Vous êtes prêts? J'ai parlé à... on a invité plusieurs autres. C'est confirmé OK. Parfait. Alors, on nous attend juste avant 2 heures, puis elle sait qu'il va avoir comme tu seras accompagnée. OK, parfait. La députée sortante Charmaine Borg est du NPD. Elle a été la députée de Terrebonne-Blainville, étant donné qu'il y a une refonte des circonscriptions depuis le décret 2013 et maintenant Terrebonne n'est qu'une circonscription en soi, une circonscription ville. Alors, Charmaine Borg du NPD se représente au sein de sa circonscription à Terrebonne. Charmaine Borg, elle a été pas tout à fait fantôme, si on veut, lors des dernières élections, mais elle n'était pas très présente comme la plupart des candidats du NPD. Mais là, je vous confirme que cette année, elle est là, elle tient à se faire réélire et elle a des chances étant donné que les gens ont relativement apprécié son travail et elle a été présente au cours des 4 dernières années. Elle s'est aussi beaucoup mobilisée sur Post Canada. Le dossier, en fait, étant donné que Terrebonne a été l'une des premières municipalités à avoir ses boîtes aux lettres retirées. Vous êtes la députée sortante. Comment voyez-vous la différence entre la précédente campagne et celle-ci? Ah, c'est toute une différence. À la dernière campagne, on avait vraiment pas peu de ressources sur le terrain ici à Terrebonne. On était le 3e parti à remporter dans les pourcentages d'appui aux dernières élections. Donc là, on était la députée sortante. C'est sûr qu'on a toute une équipe. Je suis vraiment choyée. J'ai plein de bénévoles, toute une équipe qui m'entoure. On a beaucoup plus de budget aussi. Ça, c'est tout un facteur également. Mais moi, je veux vraiment continuer à être présente sur le terrain. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien, c'est que tout le travail que j'ai fait dans les 4 dernières années, mais c'est reconnu par les citoyens. Ils savent, ils connaissent qui je suis, ils connaissent un peu mon travail, puis ils savent que je suis présente, je suis sur le terrain, puis je vais bien les représenter. Donc, c'est sûr que ça aide. Ici, qu'est-ce que ça prend pour faire de cette circonscription une forteresse néo-démocrate?
Moi, je dirais que c'est le travail. Il n'y a absolument rien qui peut remplacer le contact citoyen, la présence à différentes activités, vraiment la présence en porte-à-porte aussi, c'est très important. Je pense que les gens sont à la recherche de quelqu'un qui les ressemble et je pense que en étant une députée très proche, de proximité, là, ça aide surtout dans cette ère où les gens sont plutôt désabusés de la politique et aussi quelqu'un qui amène leur enjeu à Ottawa. Moi, il y a plusieurs enjeux locaux. Il y a un champ de tir qui appartenait à la Défense nationale, question de protection environnementale là-dedans. Donc, de vraiment démontrer qu'un enjeu ici peut être bien représenté par la NPD à Ottawa, je pense que ça aussi, ça joue dedans. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose au cours de votre mandat que vous avez réussi à accomplir et dont vous êtes particulièrement fier? Oui, il y a deux choses que je suis quand même assez fière. Moi, j'étais la porte-parole pour les renseignements personnels. Ou tous les enjeux numériques, si on veut dire, là, ce qui est quand même très large. Oui. Et j'ai beaucoup travaillé sur le dossier de protection des renseignements personnels. J'ai présenté un projet de loi C-475 qui malheureusement n'a pas passé, mais que plusieurs éléments de ce projet de loi ont été retrouvés dans le projet de loi gouvernemental S4. Donc ça, c'est quand même une petite victoire pour moi parce qu'on a réussi à amener certains enjeux à la Chambre des communes. On a débattu sur ces enjeux-là, puis il y a des choses qui sont finies par être adoptées. Également, la livraison du poste à domicile, ça, c'est un gros combat pour moi. Surtout le centre-ville, où on se situe en ce moment, ils ont été touchés. On a réussi à avoir un moratoire pour le Vieux-Terrebonne, ce qui est très important, quelque chose exigé par le maire aussi. Donc, ça, c'est quelque chose dont je suis fière également. Jeune femme en politique, j'avais parlé à votre consoeur Anne Mintou-Quash et elle était récemment maman. C'est exigeant d'être maman pour commencer et c'est exigeant d'être députée. Est-ce qu'il y aurait une façon d'encourager les jeunes femmes à s'impliquer en politique, à même présenter leur candidature? Oui, moi je pense que c'est sûr qu'en étant une jeune femme en politique, on montre l'exemple. Pour moi, c'est la meilleure chose. Mais j'ai 3 collègues en tous qui ont pris la décision d'être enceinte puis d'accoucher pendant qu'ils étaient députés. Toutes les 3 se représentent. Pour moi, ça, c'est le meilleur exemple. Comment qu'on peut inspirer les femmes pour dire, écoutez, vous pouvez être maman et députée en même temps. C'est difficile, c'est certainement un défi, mais en même temps, en voyant des jeunes femmes occuper ces postes-là, en voyant des jeunes mamans occuper ces postes-là, je pense que ça encourage les femmes de dire « Ah, peut-être moi aussi je serais prête ». On sait, il y a des études qui démontrent que les femmes vont seulement appliquer un poste s'ils pensent qu'il est satisfait à 100% des critères, tandis qu'un homme, c'est 70% des critères. Donc, on sait qu'on doit toujours pousser les femmes un peu plus fort. Donc, en étant un mentor aussi, moi, vous avez peut-être vu, j'ai des jeunes femmes avec qui on fait du bénévolat, puis je fais un peu de mentorat aussi. Ça, je pense que c'est un autre bon moyen de dire aux femmes, écoutez, vous êtes capables, je suis avec vous, on va y aller ensemble. Bon matin à vous. Je vous souhaite un beau 19 octobre pour les élections ici à Terrebonne. Ben oui. Ouais. Je fais partie des candidates, là. Oui, tu sais, je vous reconnais, là. OK. Plein de passion, plein d'amour. Je vous reconnais. Je suis pas encore arrêté à mon affaire, mais... On a ce chance-là au Canada. Il faut en profiter. Mais ça sent bon dans mon idée, là. Bon, ben bonne réflexion. Bonne journée, tout le monde. Au revoir. Les libéraux ont une candidate vedette. Parlez-nous-en. Il s'agit de Michel Audette pour le Parti libéral du Canada. Ça serait parfait de faire une percée ici dans Terrebonne. Michel Audette est connu, entre autres, pour avoir tenté de se faire élire à l'investiture lors de l'automne dernier dans la circonscription de Manicouagan, où elle demeure. Toutefois, elle est maintenant ici à Terrebonne. Elle a déménagé le temps de l'élection fédérale et elle est très présente sur le terrain. Donc, il y aurait de bonnes chances, de bon espoir pour le Parti libéral qu'elle se fasse élire ici de par son implication, entre autres, auprès des Autochtones du Québec. Elle a été connue par rapport à ça, mais elle est très au courant des enjeux de sa circonscription. D'abord, je devrais vous demander, Mme Audette, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter en politique? Ah, il y a plusieurs raisons. C'est des raisons personnelles, mais aussi sociales, je vous dirais. Pour avoir travaillé longtemps avec Femmes autochtones du Québec puis du Canada et de voir que M. Harper détient autant de pouvoir comme individu. Alors pour moi, ça, c'est pas une démocratie, c'est injuste. Alors soit j'avais le choix de rester frustrée et chialer ou d'essayer de reconstruire de l'intérieur avec des gens qui ont envie de faire la même chose que moi. Et ça a été très motivant jusqu'à date. Est-ce qu'il y a des enjeux en particulier dans votre circonscription ou à l'échelle nationale qui vous préoccupent particulièrement? Bien, il y a des enjeux, oui.
Au niveau régional ou local, je vous dirais, on a pendant longtemps opté pour l'opposition au niveau du gouvernement fédéral, donc avec un parti qui n'aurait jamais pu être au pouvoir. Et après ça, il y a eu une vague, comme bien des gens ou bien des régions. Là, l'enjeu, c'est de faire en sorte de rapprocher le fédéral au quotidien chez les gens. Les gens ont comme dit, ben, ça sert à quoi? Alors qu'au contraire, on peut intervenir dans le quotidien. Donc, lutter contre la pauvreté, aider les familles. Et Terrebonne, c'est que de ça. C'est plein de familles. Et le plan qu'on propose, puis moi, comme maman, ça me touche évidemment, c'est des choses qui pourraient être directement dans les maisons. Ça, c'est Terrebonne. Je vous dirais, au niveau national, c'est toute la question de l'environnement, de l'économie, de la façon qu'on voit un gouvernement. Il y a un grand ménage à faire. Donc, puis ça touche tout le monde. Mais Mme Audette, vous ne m'avez pas parlé des Premières Nations. J'aimerais quand même vous demander, il y a quelques années, Paul Martin avait proposé ce qu'on a appelé les accords de Kelowna, qui ont été écartés par le gouvernement subséquent. J'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous aimeriez de ces accords pouvoir voir renaître? Ah, bien, très bonne question. Ça, j'enlèverai jamais ma moitié autochtone en moi, ça c'est clair. Cette fois-ci, on rend hommage dans l'équipe Trudeau à l'accord de Kelowna et même on va beaucoup plus loin en disant qu'on doit revoir nos relations entre Canadiens et Autochtones, gouvernement et leaders autochtones. Ça, là, c'est une première dans laquelle on rend hommage à M. Martin, oui, mais on le propose aussi pour faire en sorte qu'il n'y a plus de disparité, qu'il n'y a plus de fossé là, qui nous sépare. Madame Audette, il y a beaucoup de leaders autochtones qui ont essayé de peser le pour et le contre de prendre part ou non au scrutin du 19 octobre. Que pouvez-vous dire aux membres des Premières Nations qui sont entre deux eaux et qui ne savent pas quoi faire? Je dirais que depuis 2011, comme ancienne présidente de Femmes autochtones du Québec, on avait lancé un appel à tous, aux hommes, aux femmes, aux gens des Premières Nations, d'aller voter massivement, en 2011 déjà. Donc, c'est normal pour moi de dire encore en 2015, aujourd'hui, allez voter. Allez faire un signe, un X, à côté de la personne, du parti qui représente ou qui va défendre ce que vous prônez, vous, comme individu, vos valeurs. Alors moi, j'encourage, on a 51 circonscriptions au Canada dans lesquelles on pourrait peut-être faire une grande différence au niveau des conservateurs. Maintenant, Perry Bellegarde, qui est grand chef de l'Assemblée des Premières Nations du Canada, a hésité et finalement, il a décidé qu'il allait participer à cette élection. Croyez-vous que c'est un beau modèle à suivre pour les Autochtones? C'est un modèle à suivre, mais je respecte le choix des individus si les gens veulent boycotter ou tout simplement ne pas voter. Par contre, j'encouragerais ces gens à, du moins, annuler leur vote pour pas que le vote soit volé ou pris par d'autres personnes. Et j'encourage les gens. C'est nouveau pour nous, même si on a le droit depuis 1944 de voter. Il y a eu cette attitude-là, c'est pas mon gouvernement, je vote pas. On l'a tous et toutes eu. Alors que moi, je suis vivante, j'ai mes enfants avec moi aujourd'hui. Je veux pas leur donner un héritage dans lequel, en ce moment, c'est assez épeurant, je vous dirais. Donc, j'ai décidé de passer à l'action. On prend le virage vraiment blitz. Oui, effectivement, il faut y aller. Côté téléphoniste, on est correct pour... Oui. C'est ce qu'on est en train de faire le tour. Là. On a également un candidat du Bloc québécois. Michel Boudria, en fait, qui a gagné l'investiture. C'était une chaude lutte. Il faut comprendre que le Bloc québécois s'est implanté dans la circonscription de Terrebonne depuis 1993. Donc, c'est une valeur au sein de Terrebonne. Toutefois, la vague orange, le Bloc n'a pas survécu à la vague orange lors des élections de 2011. Il tente de revenir en force, étant donné que l'exécutif du Bloc québécois a toujours été actif, même s'il s'est fait balayer en 2011. J'ai fait mes études en droit. Je ne suis pas avocat, je ne suis pas notaire non plus, mais mon background d'études est en droit. Par la suite, j'ai été longuement impliqué dans le milieu syndical, dans l'industrie de l'acier, comme syndicaliste. C'est assez intéressant comme passé, comme implication. Par la suite, j'ai œuvré comme militaire à titre d'officier d'infanterie avec le Royal 22e Régiment pendant 10 ans. Je suis un jeune libéré, retraité des Forces armées récemment. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter comme candidat pour le Bloc québécois cette année?
Bien, on le voit, la question du Québec n'a jamais été réglée. Hein? C'est encore la question qu'on posait à l'époque, « What does Quebec want? » Mais c'est encore pendant. Il n'y a pas encore de réponse, il n'y a pas encore de conclusion à ce grand chapitre de l'histoire du Québec. On a vu une régression de la puissance du Québec, son poids aussi dans la Fédération canadienne, se réduire au fil du temps. Donc, moi, j'ai jugé qu'il y avait une urgence d'agir afin que les francophones du Canada et le Québec, dans son ensemble, soient mieux représentés à Ottawa. L'enjeu principal là, qui pointe à l'horizon, sont sur les panneaux de contrôle là, de la politique locale, la question de l'oléoduc. En ce moment, on a déjà l'oléoduc, la ligne 9B, qui est déjà bâtie depuis 1977 dans le comté ici. Il y a un projet par rapport à TransÉnergie Est, TransCanada, qui est visé. Donc, Terrebonne est encore visée pour faire passer un nouvel oléoduc. Puis, en ce moment, la population locale, les maires de municipalités, il y a une levée de bouclier par rapport à ce projet-là. Donc, je vous dirais que c'est le dossier chaud en ce moment dans Terrebonne par rapport à la localité. On a parlé aussi des problèmes de transport aussi. Là. Il semblerait qu'il y a l'autoroute 19 qu'on aimerait voir se compléter. Parlez-moi un peu de l'état de ce dossier-là. Les transports au sens large dans la périphérie de Terrebonne, la Rive-Nord, la Couronne-Nord de Montréal, il ne faut pas oublier que c'est une juridiction essentiellement provinciale. On s'entend que le gouvernement fédéral n'a pas vraiment de rôle à jouer. Ce n'est pas sa juridiction. Cependant, que ce soit sur les questions de transfert, le financement vers les provinces, c'est essentiellement coupé depuis 25 ans, que ce soit en santé, que ce soit en transport. Bien, il y a peut-être matière à aller chercher un peu plus de nos billes par rapport aux finances publiques à Ottawa, puis récupérer des budgets chez nous. Donc, c'est sûr que ça pourrait faire partie des revendications pour la région et pour le Québec. Qu'est-ce que vous pensez pouvoir accomplir au cours de cette campagne-là? Est-ce que vous croyez pouvoir déloger la députée sortante de la néo-démocrate? Je suis confiant qu'on pourrait y parvenir. Il ne faut pas oublier que Terrebonne, le sud de la Naudière, ça a toujours été un terreau fertile pour l'indépendance. Quand on regarde les résultats référendaires de 1995, ça a passé quand même avec une bonne marge. On parle de 70 % à l'époque environ, en quelques fractions près. Aujourd'hui, on dispose encore d'une bonne base de ce qu'on appelle, nous, la forteresse gauloise un peu plus souverainiste. Chez nous, à Terrebonne, on a encore un bon électorat qui est très réceptif et la question nationale demeure un enjeu principal aussi. Merci d'être venu. Merci. Ouais. Merci. Merci d'être venu. Merci. Merci. Votez pour nous. Un des comtés que Force et démocratie a choisi, c'est Terrebonne. Et qui est son représentant ici? Il s'agit de Louis-Clément Sénat, qui, en fait, il travaille en finance et qui se dit intéressé par la politique, mais précisément pour Force et démocratie, à cause justement qu'il n'y a pas de ligne de parti et qu'on ne représente pas nécessairement un chef en particulier. Monsieur Sénat, c'est une première expérience en politique. Il fait des représentations publiques ici et là. Il tente de se faire connaître. Par contre, il reste beaucoup de représentation à faire, étant donné qu'il ne s'agit pas vraiment d'un candidat vedette. J'ai choisi Force et démocratie parce que, en regardant la philosophie et la politique de ce parti-là, donc il n'y a pas de ligne de parti à défendre, comme les autres partis où les députés ont les pieds et les mains liés par la ligne du parti. Nous, on est loyal. Ce parti-là veut que les candidats et les députés soient loyaux aux citoyens qu'ils représentent. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Force et démocratie. En fait, tout le monde peut faire de la politique, mais moi, personnellement, pour répondre exactement à votre question, moi, j'ai un baccalauréat en administration, j'ai une maîtrise en démographie, j'ai un DESS, c'est-à-dire diplôme d'études supérieures spécialisées en finance, j'ai un certificat en sciences économiques et un certificat en résolution de conflits. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Quand vous vous êtes présenté, est-ce qu'il y avait des choses en particulier auxquelles vous pensiez et que vous voudriez changer ou améliorer pour vos concitoyens? Pour les concitoyens, ce qu'on aimerait changer, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à changer. Parce que, considérant les candidats ou les représentants des autres partis politiques qui ne représentent pas vraiment les citoyens, qui sont là pour défendre
les aspirations de leurs chefs. Nous, à Force et Démocratie, on est là pour combler les aspirations, pour combler les desiderata des citoyens. Donc, on voit ce que les citoyens vivent. Donc, on se lance en politique pour pouvoir, ensemble avec eux, surmonter tous les obstacles auxquels nous nous sommes confrontés dans Terrebonne. Maintenant, il y a un candidat conservateur qu'on ne voit pas tellement ces jours-ci. Ces jours-ci, particulièrement, en fait, il s'agissait un peu d'un candidat vedette, surtout pour la région, pour le Parti conservateur, Michel Surprenant, qui s'est fait connaître il y a 15 ans à cause de la disparition de sa fille, Julie Surprenant, et qui a cofondé avec le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu l'Association pour les familles de personnes assassinées ou disparues. Mais ces temps-ci, le Parti conservateur s'est un peu distancé de Michel Surprenant de par ses propos par rapport aux pédophiles et à la castration chimique. Bien sûr, avant que ça devienne une controverse, il a rapidement retiré ses propos. Toutefois, il était absent, il l'est encore ces temps-ci de sa circonscription. C'est à la Presse Plus que Michel Surprenant a livré ses propos controversés. Il donnait son avis sur les moyens de contrer la pédophilie. Il y a l'incarcération, il y a le bracelet, il y a la castration, que ce soit chimique ou physique, peu importe. Il y a une chose qui est sûre et certaine, ça prend un suivi continuel. Nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec le candidat conservateur, M. Surprenant, mais il n'était pas disponible lors de notre passage dans la circonscription. Valérie, il y a des enjeux dans la circonscription, mais il y a également un enjeu qui vient de sortir depuis le dernier débat des chefs, le fameux NICAB. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça a comme résonance auprès de l'électorat ici? Bien, je vous avoue qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler ici dans la circonscription de Terrebonne. Bien sûr, c'est un débat national. Le Québec, en général, en parle. Par contre, je vous dirais que les gens de Terrebonne sont relativement tranquilles par rapport à cet enjeu. Souvent, nous avons des résonances lorsque nous allons voir les gens par rapport à certaines préoccupations. Mais on dirait que les gens de Terrebonne sont relativement habitués au multiculturalisme. Peut-être parce qu'il y a de plus en plus d'immigrants à Terrebonne qui s'installent dans la couronne nord de Montréal, mais peut-être aussi parce que c'est très récent. Les gens de Terrebonne sont, comme je vous dis, représentent le Québec, donc représentent un peu l'ouverture. Peut-être par contre, au courant des prochains jours, nous en entendrons davantage parler, mais pour l'instant, c'est très posé. Nous sommes après le débat en français qui a eu lieu à Radio-Canada, Télé-Québec et sur d'autres chaînes. Le NICAB a été soulevé comme enjeu électoral lors de ce débat-là. Est-ce que vous en entendez parler ici quand vous faites du porte-à-porte? C'est sûr que c'est une préoccupation pour tout le monde. C'est quelque chose qui crée un malaise au sein de tout le monde, même moi-même. Maintenant, quand je parle aux gens, ils sont préoccupés face à ça, mais ils sont aussi préoccupés face à plein d'autres enjeux. Sont préoccupés face à la possibilité qu'un autre gouvernement un peu rentre. Sont inquiets face à comment on protège l'environnement, comment on va stimuler l'économie parce qu'on est en récession. Sont inquiets pour comment est-ce qu'ils vont rejoindre les deux bouts à la fin du mois. Donc, il y a plein de différents enjeux dans cette campagne électorale-ci. Mais je pense que qu'est-ce que moi je ressens en tout cas, c'est quand les gens sont prêts à du changement. Et ça passe souvent avant tout. Un autre sujet qui s'est invité dans la campagne, celui du NICAB, le port de signes religieux ostentatoires. Vous, en tant que femme et en tant qu'autochtone, comment voyez-vous ce débat-là? Écoutez, sur le plan personnel, je voudrais pas... Ça m'appartient. J'espère que ma fille, mes jumelles, prendront une décision éclairée si elles doivent porter un signe ostentatoire ou religieux. Ça leur appartient, mais comme parent, j'essaie d'enseigner cette liberté-là de pouvoir s'exprimer. Cependant, le NICAB, mettons les faits là, sur la table aujourd'hui. Au mois de mars, le bureau du conseil privé avait reçu une commande de M. Harper de faire un sondage sur le NICAB. Donc déjà, c'était calculé dans leur optique pour les élections qui s'en viennent de venir pitcher ça au Québec, à Victoriaville, où on sait très bien que l'identité culturelle est très, très forte, où ça vient nous chercher de façon émotionnelle. Donc, c'était calculé. Alors moi, ce qui me choque, c'est pas de dire à une femme, tu peux porter ou ne pas porter quelque chose. Ce qui me choque, c'est que ça dévie les vrais enjeux. Toute la question de la violence faite aux femmes et aux jeunes filles, au Canada, là, pas juste autochtones, on gaspille, on dépense 17 milliards. Ça, pour moi, c'est un enjeu de droits de femmes pour les femmes,
alors qu'on va bifurquer ça sur le niqab pour faire changer l'opinion ou le vote. C'est du capital politique, et ça, sur le dos d'une femme, ça, moi, ça me lève le cœur. Le récent débat en français a été marqué dès le départ par la question du niqab. Je pose la question à tous les candidats ici dans Terrebonne. Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe? Est-ce que c'est une question préoccupante? Oui et non, dans le sens qu'il n'y a pas péril en la demeure, on s'entend sur cette question-là. Là. Je ne vois pas de vague ou de cohorte de vote voilé à poindre l'horizon. Cependant, au niveau des valeurs d'une société, je pense qu'on a le mandat de refléter ce qu'une population désire. Puis au Québec, l'Assemblée nationale, la semaine dernière, M. Couillard, le Parti québécois de M. Péladeau, le Québec solidaire, la CAQ, tout le monde était d'accord et unanimement ont voté à ce que le vote soit à visage découvert et ainsi que les cérémonies d'assermentation pour la citoyenneté canadienne soient faites également à visage découvert. C'est 91 % de la population, unanimité à l'Assemblée nationale à Québec. Donc, à mon avis, dans ce sens-là, on a le devoir d'affirmer cette position-là et de la maintenir. Je suis très confortable avec cette position. Qu'est-ce qu'il faut voir en plus dans la question du niqab? Moi, qu'est-ce que je vois? C'est que les gens qui portent le niqab, ce sont des gens, par exemple, il n'y a pas un employeur qui va embaucher quelqu'un avec un niqab. Donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont être sur le bras du gouvernement parce qu'ils ne peuvent pas travailler. Il n'y a personne qui va les embaucher avec le niqab. Et puis, même s'ils voulaient avoir un commerce, il n'y a personne. Moi, je ne vais pas acheter dans un commerce où je ne vois pas le visage de la personne qui me vend. Donc, cette personne-là est comme condamnée à rester sans travailler. Dans ce cas-là, c'est le gouvernement qui va avoir ces gens-là sur le bras. Donc, on est contre le port du niqab, soit dans les administrations ou pour une cérémonie d'assermentation. On est contre, tout simplement. Au cours de cette campagne dont s'amorce le dernier droit, plusieurs sujets ont été soulevés. Et chaque semaine de la campagne jusqu'à maintenant a permis de porter le débat sur des enjeux variés. Ainsi, à Terrebonne, comme c'est le cas dans d'autres endroits au Québec et ailleurs au Canada, il reste beaucoup d'indécis. Et peut-être que ce qui va déterminer leur choix n'est tout simplement pas encore survenu dans cette campagne.